La démocratie subit les assauts de l'extrême droite, la désillusion liée aux trahisons diverses des partis politiques en 10 depuis des décennies, et corollaire, la perte de confiance dans les institutions. Si on y ajoute les affaires judiciaires qui font du bracelet électronique le dernier bijou à la mode chez les dirigeants, que devient la confiance dans la représentation démocratique? En matière environnementale, c'est encore plus vrai. Pourtant, seul le processus démocratique permet de s'assurer l'acceptabilité de mesures qui vont s'avérer de plus en plus contraignantes face à une situation qui se dégrade très rapidement. Le débat actuel de l'Assemblée nationale sur la loi de simplification de la vie économique en est une illustration de plus, s'il le fallait. Elle prévoit la suppression de la CNDP, Commission nationale du débat public, dont nous parlions le mois dernier. Sous couvert de rationalisation de la norme et d'allègement des contraintes, c'est en fait la démocratie dont on réduit l'usage. On accuse parfois la démocratie de prendre trop de temps. Mais, comme me l'a dit Éric Gauthier, qui est à l'initiative de l'expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation de Cadenet dans le Vaucluse, comme nous n'avons plus le temps de nous tromper, prenons celui de faire les choses de façon à ce qu'elles marchent bien du premier coup. Plus que jamais, il faut entendre l'appel à la construction d'une démocratie différente qui vient des rangs militants pour le respect de la nature et de tous les vivants. Nous allons, au cours de ce débat, découvrir qu'une démocratie bien vivante s'expérimente dans de nombreux domaines. Sont assis là Daniel Bacheret de la coopérative Oasis du Coq à l'âme, Jérémy Dumont du collectif Nous sommes vivants, Antoine Gaillard qui devrait être assis mais qui n'est pas assis parce que son train a du retard et qui est membre de l'atelier paysan et du collectif Sécurité sociale de l'alimentation, Nora Guelton qui est responsable de la communication de la coopérative Oasis et invitée surprise ce soir, Juliette Duquesne pour son livre Autonome et solidaire pour le vivant. Et Juliette, ce soir, va nous parler en 10 minutes, tout de suite, du zapatisme, qui est un des aspects de son livre, mais loin d'être le seul. À toi. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être ici ce soir. Par un hasard, on a deux événements en même temps, et donc c'était intéressant de venir parler du zapatisme pour lequel j'ai enquêté pour cet ouvrage où je mets en avant des façons d'organiser l'autonomie de façon solidaire et autonome. Et j'ai été voir les zapatistes parce que souvent, quand on va dans des lieux engagés en France, on entend que le zapatisme, c'est une solution, une façon de s'organiser autrement pour protéger le vivant et sans forcément passer par l'État. Donc c'est un peu le sujet de mon livre. Et j'ai été voir les zapatistes pour voir concrètement comment ils s'organisent. Alors je pense que tout le monde sait ce que c'est le zapatisme, ou je ne sais pas si j'ai besoin d'expliquer peut-être en quelques mots que c'est issu d'un soulèvement en 1994, un soulèvement armé. Et après, ce sont des habitants du Chiapas au Mexique qui se sont construits toute une organisation de façon totalement autonome par rapport à l'État mexicain. Donc ce qui, moi, m'a intéressé, c'était justement toute la construction de cette autonomie de façon démocratique et en respectant le vivant. Donc le soulèvement zapatiste était en 94. Donc, et par contre, l'autonomie s'est construite 10 ans plus tard, à partir de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est pas du tout facile d'enquêter au Chiapas et dans cette région, mais c'était très intéressant de pouvoir le faire. Et moi, ce que j'ai pu constater concrètement en allant dans les différents lieux zapatistes, notamment les caracoles. Donc les caracoles, ça veut dire escargot en espagnol, et les caracoles, ce sont des lieux qui rassemblent en fait. Il va avoir par exemple des lieux de rassemblement zapatistes, les écoles, des endroits où aussi il va avoir les conseils de bon gouvernement. Alors ça peut évoluer, moi, depuis que j'ai enquêté là-bas, mais les conseils de bon gouvernement, on appelle ça la junta, ce sont des personnes qui vont siéger pendant
3 ans, justement, et qui vont prendre des décisions, mais toujours en revenant à chaque fois aux citoyens zapatistes. En fait, il y a différentes, et ça qui est très intéressant aussi chez les zapatistes, c'est qu'ils ont réussi à établir différentes échelles. Il y a l'échelle de la communauté, de la commune, et après l'échelle du caracol. Et à chaque fois, les décisions sont prises après de longues discussions. Et alors, c'est pas facile de rencontrer les zapatistes, mais j'en ai quand même rencontré. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui siègent comme ça, donc ils siègent pendant 3 ans, donc là, au Conseil de bon gouvernement, ce ne sont pas des professionnels de la politique, ils gardent un lien avec la terre. Et j'ai rencontré, alors à la Junta, il y avait une jeune fille qui avait 17 ans, qui siégeait, qui était du coup dans un poste important, à côté d'un monsieur de 50 ans. Donc on voit que il y a vraiment c'est très hétérogène dans les personnes qui peuvent siéger à cet endroit. C'est comme ça qu'ils ont construit l'autonomie. Et ce qui est intéressant, et ça je l'ai vu aussi dans tous les autres collectifs que j'ai rencontrés pour mon livre, je suis allée à l'encontre d'ailleurs d'Oasis et de plein de lieux, et il y a ce point commun partout, et c'est peut-être encore plus fort chez les zapatistes, c'est qu'on voit que la construction de l'autonomie, d'un point de vue bien sûr démocratique, dans le but de respecter le vivant, c'est toujours un processus et ça évolue toujours. D'ailleurs, dans l'ouvrage, je le dis bien, je ne suis pas là pour figer les façons de s'organiser, parce que les zapatistes, justement, le Conseil de gouvernement, ça a déjà changé depuis que j'y suis allée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils prennent leurs décisions de façon toujours avec beaucoup de discussions, et qu'ils arrivent concrètement à des résultats. Parce que dans l'autonomie, ils vont très loin. Et je vais peut-être juste vous donner quelques exemples. C'est que dans l'autonomie alimentaire, donc ça on me l'a confirmé, j'ai interrogé plusieurs personnes, donc grâce au soulèvement zapatiste, ils ont pu récupérer des terres, et il y a aussi récupéré des terres, mais comment on les cultive? Et ils les cultivent de façon agroécologique, et ils ont une grande partie d'autonomie alimentaire. Ils ont aussi une justice qui est en partie autonome. Ça va être une justice de médiation. Et il y a beaucoup de personnes qui sont non zapatistes, qui vont d'ailleurs dans ces organismes, ces organisations pour avoir des décisions de justice. Ils ont plus confiance en eux que dans la justice mexicaine. Donc ça, c'est un point important. Et c'est souvent pour des conflits de terre, des choses comme ça, par exemple, que ça peut être mis en place. Ils ont aussi leurs propres écoles. Ils ont donc tout et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont mis en place tout un système autonome de façon très démocratique qui inclut beaucoup les femmes. J'ai interrogé moi beaucoup de femmes dans mon enquête qui montrent cet aspect qui inclut tout le monde et d'un point de vue très démocratique. Et d'ailleurs dans les caracoles, dans les communautés zapatistes, l'alcool est interdit il y a beaucoup de violence au Mexique pour justement qu'il n'y ait pas qu'il y ait moins de violence, et ça a été constaté. Donc on voit que ce qui est intéressant avec les zapatistes et le Chiapas, c'est qu'il y a un mouvement très fort de vouloir construire l'autonomie et donc de créer des gestes du quotidien qui vont être plus respectueux du vivant, d'organiser cette autonomie de façon démocratique, ce qui est l'objet de votre table ronde aujourd'hui, et qu'ils y arrivent, et malgré, et ça il faut quand même pas le négliger, un contexte très difficile là-bas, parce que il y a bien sûr beaucoup de problèmes avec les narcotrafiquants, ça a beaucoup augmenté en plus dans la zone du Chiapas ces dernières années, donc ils y arrivent tout de même à le mettre en place. Donc ça, c'est un point qui est essentiel, et ils arrivent à le faire face à l'État mexicain, pas du tout en collaboration. Pour le coup, moi, dans mon ouvrage, il y a certains organismes en France, ils ne vont pas être forcément en confrontation avec l'État. C'est sans l'autorité de l'État, j'ai appelé mon ouvrage, mais des fois, ça peut être quand même en acceptant des subventions et autres. Là, les zapatistes, ils acceptent aucune aide de l'État. Si on accepte des aides, on sort du mouvement, même l'électricité. Donc ça va quand même très loin dans l'autonomie. Je suis même allée dans le CDC qui est juste à côté de Saint-Cristobal, qui est très intéressant, où il y a énormément de jeunes qui sont formés, on appelle ça l'université de la terre, ils vont être formés à plein de métiers, donc ça va d'apprendre à cultiver la terre de façon agroécologique à
créer des instruments en bois et faire de la musique. Donc c'est une université qui vous apprend tous les métiers et à être autonome. Donc voilà, et ça ils le font aussi. Alors il y a des dons, mais ils le font pas du tout avec l'aide du gouvernement mexicain. Et moi c'est vrai que c'est un point qui m'a beaucoup interpellée par rapport à mon enquête là-bas. Alors je sais que c'était plus l'objet de votre table ronde d'avant, mais c'est quand même en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est que tous les gens que j'ai interrogés au CIAPAS, que ce soit des zapatistes ou des sympathisants zapatistes, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont être sympathisants mais qui ne font pas vraiment partie des communautés, tous, pour eux, l'État fait forcément partie du problème et pas partie de la solution. C'est-à-dire que pour eux, État et capitalisme est vraiment synonyme. Et dès que l'État a créé les conditions du capitalisme, et c'est quand même intéressant parce que peut-être que le fait de voir les choses de cette façon, ça leur permet de proposer d'autres solutions. Je ne sais pas si c'est pour ça que c'est en lien avec votre sujet d'aujourd'hui, parce que, alors bien sûr, il y a une différence par rapport à la France, c'est que l'État est beaucoup plus corrompu, il y a beaucoup plus de liens avec les narcotrafiquants, donc on peut le comprendre, mais c'est aussi issu de l'histoire, parce que le mouvement zapatististe, il est aussi un mouvement aussi de défense des cultures indigènes, et l'État tel qu'il est aujourd'hui, l'État mexicain, il est issu de la colonisation, donc il y a une critique très forte de cet État moderne. Et je trouve que c'est intéressant, et c'est d'ailleurs Jérôme Bachet que j'ai interrogé dans l'ouvrage, qui est un spécialiste du zapatisme, qui le dit très bien. Il dit que le soulèvement zapatiste arrive en 1994, juste après l'effondrement du bloc communiste, et qu'ils ont su tirer les leçons du XXe siècle et les dérives qu'avait pu entraîner la croyance en fait voilà, qu'on pouvait, et je pense que peut-être là-bas il y a eu plus un travail sur ça qui a été fait que chez nous, en tout cas dans nos pays, et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus marqué la critique de l'État, et je pense que de cette critique découlent d'autres solutions qui peuvent nous paraître parfois un peu radicales, mais qui sont intéressantes et qui fonctionnent quand même sur le long terme. Et j'ai trouvé que c'était voilà, très louable et très intéressant de voir cette façon de fonctionner différemment à l'échelle d'une région. Mais par contre, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, en fait, dans certains villages ou villes, il peut y avoir des zapatistes qui sont à côté de non-zapatistes. Ce n'est pas une région complète au Chiapas qui est zapatiste, hein, c'est des points comme ça à différents endroits. Donc c'est intéressant de voir comment on peut s'entremêler cette autonomie au niveau d'une région, et ça se voit même dans les corps. C'est-à-dire que les zapatistes, comme ils mangent des produits issus de l'agroécologie, etc., et que moi, par exemple, au Chiapas où je suis allée, on trouve plus facilement du Coca-Cola pour boire que de l'eau salubre. Donc on sait que la malbouffe est très forte, et c'est intéressant de voir que ça se voit même dans les corps, les différences. Donc c'est très intéressant de voir comment se construit cette autonomie. Et pour revenir à votre sujet du jour, qui est la démocratie, c'est aussi de créer que justement on construit cette autonomie en étant en démocratie et en créant d'autres façons de nous organiser. Alors il faut le reconnaître que c'est pas forcément, ça peut inspirer, mais on pourra pas forcément faire la même chose chez nous, parce que là aussi il y a toutes les cultures mayas qui sont très présentes, et il y a déjà cette habitude de discussion pour prendre la décision finale. Mais c'est intéressant de voir par exemple qu'il faut pas de professionnalisation, qu'il y a très peu de votes, que les gens qui sont par exemple là qui étaient au Conseil de bon gouvernement, c'est des personnes qui sont désignées par la communauté elle-même. Donc voilà, tout ça, ce sont des points très intéressants. Et je regarde le temps, oui, il faut que je m'en aille. Donc je suis bavarde, et je serai ravie de vous accueillir tout à l'heure à notre rencontre à la fin de la vôtre. Et bon débat sur tous ces aspects liés à la démocratie. Merci de m'avoir invité à introduire. Merci beaucoup, Juliette. Karine, je te laisse démarrer. Oui. Alors, je vais vous présenter les différentes personnes. Oui, tu peux étendre. Donc, nous avons sur ce plateau, à ma gauche, Danielle Bacheret, qui est l'initiatrice d'un écolieu d'une oasis qui s'appelle Du Coq à l'âme, qu'elle vous présentera tout à l'heure. Nous avons ici donc Nora Guelton, qui s'occupe de la communication de la coopérative Oasis, qui réunit plusieurs écolieux.
Et ensuite, nous avons Jérémy Dumont, qui va nous parler du collectif Nous sommes vivants, qui intervient notamment dans les entreprises. Voilà, donc ce petit tour de table. Allez, on fait un tour de table. Merci pour cette introduction. Donc, Jérémy Dumont, moi j'habite Paris 4 à côté. J'ai créé il y a 5 ans le collectif Nous sommes vivants. C'est donc un réseau de consultants en innovation ou en transformation, et on porte l'écologie dans les entreprises sous l'angle de l'écologie profonde, ou plus précisément la régénération. Donc la régénération, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. En particulier, je pourrais détailler une collaboration qu'on a avec la Perma-entreprise Bastien, puisqu'on mobilise une filière en Hauts-de-France, une 50aine de personnes, sur le textile et plus précisément l'ortie. Faire du textile à partir de l'ortie. Et donc tout l'enjeu, effectivement, c'est un enjeu de souveraineté, de savoir-faire, c'est un enjeu aussi environnemental, c'est un enjeu sociétal. Est-ce que dans quelques années, nous aurons des champs d'ortie qui nous permettront de tisser un fil d'ortie et d'en faire des jeans, des t-shirts ou autres. Et sinon, j'ai conçu plusieurs fresques, certaines je les ai co-conçues, la fresque du facteur humain, la fresque des émotions, qui sera un des sujets qu'on va aborder, la fresque des imaginaires, et le business model régénératif, qui justement permet à une coalition d'acteurs de co-concevoir des produits qui sont viables économiquement, mais qui ont un impact contributif au vivant, vivant qui soit humain, vivant qui soit non humain. Oui, bonsoir. Alors, la coopérative Oasis, qui dans la salle connaît? Je présente. Vous m'entendez bien? Oui. Comme ça? C'est bizarre. Donc, c'est une coopérative qui rassemble plus de 1400 écolieux, éco-villages en France. Nous, on les appelle les oasis. C'est un mouvement qui est issu à l'origine des colibris de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi qui avait écrit un manifeste pour des oasis en tout lieu. Et depuis 2018, la coopérative s'est autonomisée du mouvement Colibri pour une raison qui est simple et qui est importante, qui est de pouvoir financer des projets. Puisque donc nous, grâce à de l'épargne citoyenne qu'on collecte, on va financer des projets d'écolieux. Donc à date, il y a une 60aine d'écolieux, éco-villages en France qui ont été soutenus par la coopérative Oasis grâce à l'épargne de gens comme vous et moi. On accompagne ces écolieux pas seulement sur des questions financières, mais aussi sur des questions humaines qui sont essentielles, puisque vivre en collectif, donc un écolieu c'est quoi? C'est un lieu de vie où les gens généralement habitent, même si parfois il y a ce qu'on appelle des oasis ressources, où l'écologie a une place importante. Et où du coup, voilà, cette dimension humaine est cruciale pour le bon fonctionnement des projets. Donc on accompagne sur cette dimension-là, sur des questions juridiques également. Voilà, et du coup, on forme également des personnes qui souhaiteraient, qui sont intéressées par ce mode de vie, à travers un incubateur qui dure 6 mois, où voilà, vous allez pouvoir aller à la rencontre d'un certain nombre d'écolieux du réseau, dont d'ailleurs l'Oasis du Coq à la main, qui vous sera présenté tout à l'heure. Je reviendrai peut-être juste pour dire notre lien avec le thème quand même de la démocratie, le lien de ce soir, c'est que ce sont des personnes et des collectifs qui ont eu vraiment une volonté de reprendre leur souveraineté à la fois au niveau de leur mode de vie, mais aussi au niveau, donc au niveau interne, au niveau de la gouvernance des lieux, mais aussi des liens qui peuvent se tisser au niveau des territoires avec les institutions. Et là, il y a vraiment des polarités au sein des oasis, mais j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, effectivement, le rapport à l'État, c'était intéressant ce qui était dit sur le zapatisme, parce que le rapport à l'État, c'est une question qui polarise pas mal dans le réseau. Les oasis ne sont pas du tout uniformes
dans leur approche, et j'en dirai plus tout à l'heure peut-être. Alors justement, Daniel, à travers la présentation de l'Oasis du Coq à l'âme, peut-être nous expliquer comment c'est créé, et puis justement quelle est l'histoire, quelle est la vision, ce qui a rassemblé les personnes dans cette Oasis. Bonjour à toutes et à tous. Alors je ne vais pas tout dire d'un coup là parce que ça va être trop long. L'Oasis du Coq à l'âme fait partie de ce réseau dont a parlé Nora, avec la polarité qui va de l'habitat participatif urbain à la notion de faire société, qui de fait implique davantage de se retrouver en ruralité pour faire des hameaux et pour pouvoir se mettre en question de comment faisons-nous société de manière différente, respectueuse des humains et respectueuse du vivant. Et en ce qui nous concerne, c'est vraiment l'intention. Tous les lieux n'ont pas forcément une intention aussi politique et d'expérimenter une démocratie vivante aussi affirmée. Cependant, ce qu'on peut observer, c'est que même si ça n'est pas l'intention initiale, au fil du temps, c'est cette question-là qui va revenir animer les collectifs et leur mode d'organisation. Mais pour répondre plus précisément à votre question, donc ce projet de l'Oasis du Coq à l'âme a jailli en 2015, dans le sein du mouvement Colibri, dans lequel j'étais actrice très engagée, et lorsque Mathieu Labonne, qui était notre responsable du pôle relié à ce moment-là, nous dit « chiche, une oasis tous les 20 km dans 20 ans », c'est-à-dire vraiment un acte de transition humaine et politique. Chez moi, ça s'est aligné, ça a dit oui. Je n'ai pas pu faire autrement que de changer complètement, bouleverser complètement ma vie pour pouvoir partir faire vivre ce qui pouvait être une expérience de transition humaine, sociale, écologique, primordiale, je dirais. En tout cas, pour moi, c'était primordial. Est-ce que ça suffit, ça, ou j'en dis plus là ? Qu'est-ce qui vous a rassemblé ? Qu'est-ce qui nous a rassemblés ? Notre cas est un cas, comme tous les cas, un cas particulier. Comme j'œuvrais au sein du mouvement Colibri, j'œuvrais à participer et animer les rencontres des citoyens qui voulaient faire transition. Et au milieu de ces citoyens, la plupart dans ces rencontres étaient très enthousiastes, mais repartaient chez eux en se disant « mince, mais comment le faire au quotidien ?» Donc cette réponse qu'est de se mettre à expérimenter a enthousiasmé beaucoup de personnes, au point que lorsque la coopérative Oasis a lancé un MOOC, c'est-à-dire, moi je l'appelle un FLOT, une formation en ligne ouverte à tous, si je veux le dire en français, MOOC c'est Massive Open, etc. en anglais, c'est-à-dire une formation pour que les personnes puissent arriver à construire un lieu. En l'occurrence, le sujet, c'était apprendre à construire son oasis. Et cette formation, le jour où elle a ouvert, attendait 5-6 000 personnes. Il y a eu 26 000 personnes qui se sont présentées. La plateforme a explosé. Mais c'était significatif d'un besoin de faire évoluer les choses. Et à partir de là, animer des rencontres régionales sur ce sujet est apparu pour moi quelque chose d'évident. Et au cours de ces rencontres, beaucoup de personnes venaient. Et au bout d'une année d'animation de différentes rencontres, j'ai proposé un projet parmi tous les proposeurs de projets qui étaient présents comme à chaque fois. Et c'est comme ça que le groupe s'est constitué, parmi des gens qui venaient parce qu'ils avaient suivi une formation, parce qu'ils étaient déjà très impliqués dans leur tête sur comment faire transition. Et donc, des personnes se sont rassemblées autour de ce projet-là, comme se sont rassemblées autour d'autres projets. 20 foyers, ça représente 30-35 personnes, adultes. Je ne parle pas des enfants qui sont nombreux aussi. Alors, Jérémy, est-ce que ça se passe de la même manière dans les entreprises ? Parce qu'en fait, les gens choisissent un peu moins, peut-être ?
Alors c'est vrai que déjà dans l'entreprise, il faut commencer par le début, c'est-à-dire que en fait, on donne notre travail contre un salaire. Une fois, je parlais avec un syndicaliste en disant les collaborateurs de l'entreprise, il m'a dit non, les travailleurs. Donc c'est vrai que voilà, déjà le rapport voilà, est établi comme ça. Dans les grandes décisions de l'entreprise, bien sûr, il va y avoir la consultation du comité social et économique qui va donc donner la parole aux salariés. Et donc là, on va être sur des grandes décisions et le processus démocratique est très cadré par la loi. Par exemple, quand il y a un plan de licenciement, il doit effectivement être présenté et discuté, potentiellement amendé. Sur les sujets environnementaux et sociaux, en fait, surtout les sujets environnementaux ne sont pas très bien aujourd'hui à date incorporés dans ces comités. Il y a un collectif qui s'appelle le Printemps écologique, qui justement travaille beaucoup à sensibiliser, donner des outils, à trouver des délégués qui vont porter les sujets environnementaux et être contestataire, être lanceur d'alerte. C'est pas facile dans le monde de l'entreprise. Ce que je constate en tout cas, c'est que souvent alors il y a des gens qui sont isolés dans l'entreprise, qui ont des convictions, des valeurs et qui font ont ce travail et ne s'y retrouvent pas entièrement. C'est malheureusement une grande majorité de personnes. D'autres personnes, inversement, ont la chance de travailler dans une entreprise ou une association, une organisation totalement en accord avec leurs valeurs. Des fois, le salaire, malheureusement, est moindre aussi. Ce que je constate, c'est que souvent, il y a des groupes. C'est-à-dire, on trouve des alliés, où on crée des coalitions interdépartements et on s'échange des informations, on s'encourage. Il y a tout le mouvement des fresques qui c'est beaucoup déployé, par exemple la fresque du climat chez EDF. Énormément de personnes sensibilisées en interne. Toutefois, le lieu de décision de l'entreprise, c'est le comité de direction. Et le comité de direction, qu'est-ce qu'il regarde? Les chiffres. Je parlais avec le responsable RSE d'une très grande banque dont on a parlé tout à l'heure, que je ne reciterai pas. Il m'a dit, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc voilà, le monde de l'entreprise, c'est des chiffres et essentiellement le rapport d'activité économique avec donc les ventes et les investissements. Voilà. Et régulièrement, toutes les semaines, ou des fois toutes les 2 semaines, des fois ils alternent avec quelques échanges. On regarde la courbe des ventes par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est le rapport d'activité économique. Et à côté de ça, il y a le rapport d'activité extra-économique, où là, on va retrouver les enjeux environnementaux et sociétaux, plus largement intégrés dans ce qui s'appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et il y a un directeur RSE ou une directrice RSE dans les grands groupes qui est au COMEX, au comité de direction. Et là, il va y avoir débat, échange. Toutefois, voilà, on voit bien que le rapport de force n'est pas facile entre certains chiffres et d'autres chiffres. Ce qui est intéressant, peut-être pour donner une petite ouverture, c'est une entreprise anglaise qui s'appelle Faith in Nature qui a donné un siège à la nature en ayant un avocat qui représente la nature au comité de direction. Et qui a donc une voix au chapitre. Et en France, on a l'entreprise, quelqu'un qui représente la nature, ça c'est France Gautz, dont on parlait tout à l'heure, qui a écrit un livre sur la nature au travail. Et son rôle, effectivement, c'est de représenter la nature dans ces comités de direction et de poser des questions. Et est-ce que nous avons pris en compte cet aspect-là? Est-ce que nous avons bien regardé ça? Est-ce que nous sommes conscients de notre dépendance à la nature? Est-ce que voilà. Donc voilà, même dans cette instance majeure, il peut y avoir des décisions et des débats. Et peut-être je reprendrai la parole tout à l'heure.
Alors oui, je pense que ce qui est important dans tout cela, c'est pour qu'il puisse y avoir une société, pour qu'on puisse faire société, c'est de s'accorder sur une vision commune. La vision commune du Coq-à-l'âne, si j'ai bien compris, c'était l'envie de changer un peu l'état de la société. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'aller un peu plus loin dans les détails pour nous expliquer ce que c'est? Bien sûr. Alors, on ne va pas parler d'intention de changer la société, mais plutôt d'intention d'expérimenter, de faire la société autrement. Ça n'a aucune prétention de changer, mais c'est la question, est-ce que c'est possible? Est-ce que, au regard de comment fonctionnent les humains, comment nous fonctionnons, notre difficulté à faire des sociétés fluides, d'avoir des relations sociales humaines, personnellement, ça me portait vraiment de dire comment pouvons-nous expérimenter, de nous organiser, de relationner, d'être au quotidien sur des mêmes enjeux et de nous organiser pour les faire vivre. C'est cette question-là plutôt que de celle de changer de société. C'est vraiment la question de l'expérimenter. Et c'était quoi la question ? Oui, justement, sur quoi avez-vous travaillé justement dans votre expérimentation? La raison d'être. Donc, la personne qui émet une intention de projet, c'est-à-dire ce que je décrivais tout à l'heure, ouais, c'est ça que je veux expérimenter. Comment on va faire société ? Là, en l'occurrence, j'ai écrit, mais je suppose que d'autres font pareil, écrit quelques lignes sur le contour. J'imaginais un projet d'une vingtaine de foyers pour être assez grand, pour être comme un hameau, pour être quelque chose de significatif en termes de société, mais pas trop grand pour arriver à lancer quelque chose avec des capacités de cadrer, de nous-mêmes, arriver à nous cadrer, humains que nous sommes. Donc, c'était ces contours-là, plutôt en région rurale, de façon à aller vers une autonomie, qui n'est pas une autarcie, c'est une autonomie en lien avec l'autonomie locale et la production locale, et dans un souci d'expérimenter, comme dans un hameau, les diversités. Il n'y a pas de sélection, ni de type de personnes, ni de type de métier, ni quoi que ce soit. Ce sont les personnes qui se sont présentées, qui ont créé ce groupe. Et ce groupe, tout de suite, s'est mis à réfléchir, OK, sur ces valeurs-là, sur ces valeurs d'expérimenter un projet, comment allons-nous le définir ? Et de là a émergé ce qu'on peut appeler une vision commune, c'est-à-dire de voir comment, ensemble, on décide de donner quel type d'activité, quel type de transmission, quel type de construction, quel type d'énergie. Ça s'est dessiné ensemble. Et justement, quels sont les points d'appui de la construction d'une dynamique collective ? En effet, au début, c'est la vision. C'est-à-dire la vision ou la raison d'être. Moi, j'aime mieux avoir, ce sont des mots un peu techniques, mais d'abord le mot raison d'être, qu'est-ce qui nous fonde ? Ensuite, la vision, c'est comment on voit qu'on va le créer. Et ensuite, les stratégies qui vont faire qu'on va faire pas à pas. J'ai encore oublié la question, mais je m'en perds toute seule dans mes idées. Les dynamiques collectives. Les dynamiques collectives. Donc à partir du moment où on sait pourquoi on est là, c'est ça qui va créer la dynamique collective. Dès lors qu'on va voir dans notre quotidien qu'on va s'enfermer chacun dans ses activités, certains sur l'agriculture, d'autres sur plutôt les enfants ou la formation, etc., alors on peut, de façon très palpable, se rendre compte que tout d'un coup, la cohérence se perd. Et on sent très nettement des moments où il faut qu'on se remette autour de la table et qu'on se rappelle quelle est notre vision. Comment on fait société? Pourquoi on est là? Et dès lors qu'on se le redit, et ça aura évolué peut-être un petit peu au fil du temps, suivant où en est le projet, où en est ses relations en interne ou avec le territoire, dès lors qu'on se remet autour de la table pour se redire et se revalider nos intentions, alors il y a cohésion. Et
le collectif, c'est surtout une culture commune. Quelque chose qui se sera élaboré au fil du temps, les uns avec les autres, et qui fait qu'on se reconnaît, mais comme on se reconnaît d'un pays, qu'on se reconnaît d'une culture. Hein. C'est du commun avant tout. Et quand ce commun est clair et partagé, alors ça fait collectivité. Et alors ça prend quelle forme concrètement? C'est des réunions, ça prend quelle forme? Beaucoup de discussions, beaucoup de réunions. Imaginez un village, s'il n'y a pas le conseil municipal pour pouvoir discuter de ce qui va se passer, ça va être difficile, il va se passer tout un tas d'actions. Eh ben, nous avons un conseil du village à peu près permanent, on doit avoir... entre 5, 10, 15 réunions par semaine sur des thématiques très variées. Ça va être des réunions générales, ça il y en a, on va dire 2-3 fois par mois, et puis des réunions par thème. Ça va être sur le juridique, ça va être sur l'agriculture ou l'agroécologie, sur le facteur humain, sur la communication. Donc par thème, par cercle, c'est-à-dire on peut appeler ça des commissions si on veut, par cercle, on va se réunir pour avancer, où on en est, qu'est-ce qui est vivant. On a 3 façons de fonctionner. Ce sont je rentre peut-être dans les détails, mais ce sont des fonctionnements, j'ai envie de dire ce mot-là, par tension. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous tend entre là où on en est et là où on veut aller. Et lorsqu'il y a une tension, c'est pas dans un terme négatif, mais c'est un terme de tendre vers, alors on va se poser autour de la table et voir quelle est la proposition. Et s'il y a une proposition, on va arriver à valider ou en tout cas à bonifier d'abord cette proposition et puis peut-être l'amender jusqu'à la valider par des tours de parole. Ce système-là s'appelle la gestion par consentement pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un tour de clarification où on va poser des questions pour vraiment essayer de se comprendre. Ensuite, un tour de ressenti où on va pouvoir dire ses inconforts, ses projections, ce qu'on aurait aimé, ce à quoi répond cette proposition. Avec tout ça, le proposeur va potentiellement amender sa proposition et les discussions vont continuer jusqu'à ce que le proposeur dise « je maintiens ma proposition en l'état ». Il l'aura peut-être fait beaucoup évoluer. Et là, on va faire un tour d'objection. Un tour d'objection qui n'est pas un vote. Un tour d'objection, c'est quelle serait la chose qui pourrait mettre en danger le projet ou une personne dans le projet si on adoptait cette proposition. Et s'il n'y a pas d'objection, évidemment, elle est adoptée. Mais s'il y a des objections, le projet aussi, c'est de lever l'objection. C'est pas de dire parce qu'il y a une objection, on ne fait rien. Non, cette objection amène certainement quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas vu. Donc, comment on va la lever ? Et c'est un processus un peu lent, on pourrait dire, mais en vérité, il est tellement intégratif qu'on gagne beaucoup de temps à la fin du compte. Alors, dans ces processus-là, et après on reviendra à l'entreprise, il y a tout ce qui est horizontal et il y a la verticalité des décisions. Oui. Est-ce que tout se passe de façon horizontale ou est-ce qu'il y a au bout d'un moment une nécessité de verticalité ? Alors, j'aime bien dire que l'idéal, l'utopie ou la vision de tout horizontal écrase. C'est-à-dire que ça... comment je peux dire, ça lisse, voilà, ça lisse tout. L'idée, c'est la somme des verticalités qui fait une horizontalité un peu mouvante. À un moment donné, ça sera une verticalité plus par là, une autre par là, une autre par là. Mais à la fin du compte, tout le monde peut s'exprimer. Et l'horizontalité, à ce moment-là, c'est je disais une somme de verticalité, c'est-à-dire que chacun apprend à pouvoir apporter quelque chose, à prendre la parole, bien sûr, mais à être source de propositions, à ne plus avoir peur et à ne plus attendre, c'est-à-dire à être acteur, à être co-responsable de ce qui se passe. Et c'est cette somme de verticalité qui fait, on pourrait dire, une horizontalité, parce que tout le monde monte en compétence en même temps. Pas au même rythme, mais quand même dans un même temps. Et ça donne une communauté beaucoup plus active, et beaucoup plus puissante et beaucoup plus résiliente aussi.
Est-ce qu'on est capable de mixer de la verticalité et de l'horizontalité en entreprise? Je vais reprendre depuis le début avec la vision, si tu veux bien, pour arriver à dérouler. Donc déjà, effectivement, la vision, c'est important en entreprise parce que il n'y a que 7% des employés qui sont vraiment engagés. Dans le monde, c'est 13%. Donc, dans le monde, 77% des gens ne sont pas vraiment engagés dans ce qu'ils font au travail. Et ils n'y voient pas vraiment le sens ou leur intérêt. Et bien sûr, dans cette proportion-là, il y a un chiffre énorme de gens qui sabotent l'entreprise. Ils passent leur temps à saboter l'entreprise. Quand même, des entreprises qui ont du sens et qui apportent de la valeur, qui contribuent, je pense à l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB français. Il y a aussi des entreprises comme des startups qui se créent avec cette volonté d'impact. Je pense à Too Good To Go, Yuka. Le fondateur, à l'origine, a une vision et l'entreprise se crée sur cette, on va dire, mission. J'ai regardé pas mal, moi, pendant un temps, le processus de Decathlon, il y a quelques années, qui avait lancé le projet Vision 2030. Et donc Vision 2030, ça a impliqué tous les collaborateurs de l'entreprise, ça y est, je l'ai dit le terme, tous les employés de l'entreprise, dans vraiment voilà, on arrête on lève le nez, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on se projette dans le futur, qu'est-ce que chacun d'entre nous a envie de faire. Et donc, c'est un processus vraiment qui a duré au moins un an et qui a abouti à une vision. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont décidé de mettre en place cette vision dans les 2 ans suivants, alors qu'ils s'étaient projetés en 2030. Ensuite, ils se sont organisés un petit peu de la même façon, c'est-à-dire en sous-groupes. Donc de façon volontaire, un peu, on va dire, sociocratique. On a cette école de pensée qui ressemble un peu à l'entreprise libérée, mais qui fonctionne vraiment par cercle. Donc des personnes vont s'autodésigner par rapport à un cercle, par rapport à des fonctions de l'entreprise ou des sous-projets. Et ensuite, ils vont être autonomes pour faire avancer leur projet avec un reporting tous les 6 mois ou 1 an auprès de la direction générale, en particulier si ça implique beaucoup de temps ou si ça implique du budget. Voilà. Moi, dans ma pratique en général, un sous-groupe comme ça, je le laisse pendant 6 mois et si je vois que ça ne donne rien, j'abandonne, aborte. Et sinon, ça peut continuer un an ou 2 et ça permet effectivement aux gens aussi d'apprendre des choses nouvelles, de partager des choses en dehors de leur fiche de poste et de grandir et de se permettre les uns les autres de grandir. Sur l'horizontalité, la verticalité, effectivement, dans ces groupes de travail, c'est important de laisser beaucoup d'autonomie. Souvent, ces groupes de travail échouent ou s'arrêtent lorsqu'il n'y a plus la confiance parce qu'un directeur général est arrivé pour donner son avis recadré. Donc on ne peut pas, dans un processus comme ça sociocratique, avoir du vertical et du horizontal. Ça casse totalement la mobilisation, la collaboration et les fruits que ça peut apporter. Toutefois, je pense qu'il y a différents moments dans un processus. Il peut y avoir un processus très très horizontal d'exploration, un peu tête chercheuse. Voilà, on comprend, on s'approprie. Il peut y avoir des moments semi-horizontaux ou verticaux où on débat. Par contre, on a besoin de verticalité quand il faut décider. Et souvent, dans le monde de l'entreprise, en tout cas, il y a ce moment de la prise de décision informée, enrichie de tout ce qui a été partagé précédemment, mais à un moment donné, voilà, on a quand même ce besoin de décider. Et le monde de l'entreprise aussi, j'écoutais tout à l'heure le processus de décision par consentement. C'est très difficile de se coller une réunion d'1 heure. Dans la réunion d'1 heure, on ne peut pas faire un processus qui dure 1 heure. Et donc le monde de l'entreprise est assez contraint à ce niveau-là et souvent d'ailleurs les désaccords féconds ont lieu à l'apéro ou en sortant du boulot.
Voilà, c'est vrai que ces processus-là, j'aimerais bien les mettre moi-même en œuvre dans notre collectif, mais je me demande comment le faire rapidement, et je l'ai fait rapidement il y a un mois, et j'ai raté. Donc voilà, je serais intéressé d'en savoir plus. Oui, mais je veux bien rebondir sur cette histoire de sens au travail, parce que on a fait une étude sur 10 écolieux du réseau. Une des questions qui était posée aux gens, justement, c'était de savoir est-ce qu'au moment où ils ont basculé, le chiffre que tu dis est alarmant, quand même, 7% des gens engagés dans leur travail, est-ce que lorsque ces personnes rejoignent les oasis et y travaillent, la plupart du temps, généralement, est-ce qu'ils et elles retrouvent du sens? Et la réponse est dingue, c'est-à-dire qu'on est sur on est sur des chiffres autour de 90% d'engagement dans son travail en oasis. C'est une étude très sérieuse qui a été faite il y a quelques années sur notamment aussi des questions de bien-être. Et je voudrais également faire le lien avec un entretien que j'ai fait lundi justement avec un sociologue du travail qui s'appelle Michel Lallemand et qui est en train d'étudier les différentes formes de travail qu'il y a au sein des oasis. Et il faut quand même le rappeler, c'est un mode de vie qui permet aussi de visibiliser tout un pan du travail, notamment le travail domestique, qui n'est pas rémunéré, qui est générateur souvent de grandes inégalités de genre, de race, etc. Et du coup, ce qu'il observe et ce qu'il nous a raconté, c'est que au sein des oasis, il y a vraiment une visibilisation de ce travail domestique qui est, voilà, 1 heure de ménage va dans certains lieux, tu nous dirais comment c'est chez toi, Daniel, mais va vraiment avoir la même valeur que 1 heure de jardinage, que 1 heure en réunion à prendre des décisions. Et moi, ça, je trouve ça complètement révolutionnaire. Donc, c'est des lieux qui, à bas bruit, il faut le dire, et nous, on est là pour justement qu'ils fassent plus de bruit, qui réinventent complètement, effectivement, plein de pans de la société, pas seulement sur les dimensions écologiques. Quand on dit écolieu, on entend ça, mais en fait, il y a plein d'autres dimensions. Il y a le travail, il y a la famille, voilà, plein d'autres choses, mais peut-être qu'on en parlera plus tard. Merci. On se posait la question en préparant cette soirée de savoir si à l'intérieur de ces processus démocratiques, d'abord qu'est-ce que c'est que la démocratie? Parce que là on est sur des processus, c'est des processus pour décider, c'est des processus pour être autonome, c'est des processus pourquoi? C'est quoi l'objectif? Et on se posait la question de savoir quelle était la place des émotions à l'intérieur de tout ça. Je ne te réponds pas, Nora, sur ce que tu m'as demandé au passage. C'était quoi la question que tu as demandé au passage, que je l'intègre? Dans quelle mesure vous valorisez toutes les formes de travail au sein de votre oasis? Voilà. C'est quoi les émotions? Il y a beaucoup d'émotions autour de la cuisine, par exemple. C'est un lieu... Alors, quand on est tous les jours 35 à table, à minima, comment on s'organise? Dans certains lieux, chacun fait la cuisine chez soi. Dans notre lieu, nous faisons la cuisine en collectif. En effet, c'est une tâche qu'on ne peut pas invisibiliser. Comme le ménage, comme tous les nettoyages des communs, etc. Là où on peut dire qu'il y a des émotions, c'est par exemple dans cette répartition des tâches, où nous avons un processus pour nous répartir les tâches, mais où certaines pourraient être plus joyeuses pour des personnes, alors que la même n'est pas joyeuse pour d'autres. Et comment chacun peut travailler en se disant « ouais, mais lui, il fait rien ». C'est toujours les mêmes, enfin bon, ce genre de choses. Et je ne sais pas, moi, si on peut parler d'émotion, ou si on peut parler de formatage, ou si c'est synonyme. Parce qu'en fait, lorsqu'on est engagé dans le projet,
ça passe le pas sur l'émotion. Il y a ça à faire, on y va. On sait pourquoi on le fait. Nous vivons avec des toilettes sèches, on n'a plus de toilettes à eau depuis le jour 1. Il faut aller vider les toilettes sèches. Je prends cet exemple parce que c'est pas forcément, on pourrait imaginer, la tâche la plus rigolote qui est à faire. Mais quand on sait pourquoi on le fait, que non seulement on le fait parce qu'on ne consomme plus que 50 litres par jour et par personne au lieu de 150 à 200 litres par jour et par personne, par des processus comme ça, parce qu'on a derrière un fumain, c'est-à-dire qu'on fait un engrais naturel à partir de ça, parce que, etc., etc., l'émotion, c'est la joie. Et les émotions d'automanipulation sur ce qui fonde nos relations humaines, on en parle quand vraiment on s'agace. Ah oui, mais toi, t'es jamais là quand il faut faire. Bon, alors on s'assoit, on pose les choses, qu'est-ce qui se passe ? Et ça s'apaise. Donc en fait, l'émotion, celle qui fait conflit, peut être utilisée pour se mettre autour de la table et commencer à voir qu'est-ce qui fait conflit. Et on se rend compte en général que le conflit, il est d'abord de choses pas réglées à l'intérieur de soi. Oui, c'est ce que Jérémy appelle le putain de facteur humain, je crois. Ou le la fresque du facteur humain. Ou le précieux facteur humain, c'est PFH. Ou le précieux. Je repose quand même ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la démocratie ? Alors, bien sûr, on a répété avant. Alors, on sait que c'est une question piège. Et on sait que vous aviez une belle définition. Moi, j'ai pas vraiment... Oui, Isabelle, elle avait une belle J'avais définition. tenté une définition en fait tout à l'heure. J'ai dit c'est simplement le fait de décider en tant qu'être humain ce qu'on veut faire de sa vie, peut-être que ce serait une définition assez large de ce à quoi doit nous conduire la démocratie et des processus qui nous y mènent. Après, toute autre définition sera la bienvenue. Oui. Eh ben, à partir de là, moi, je pourrais broder en disant décider. C'est plus que pour soi, c'est pour l'intérêt supérieur, c'est-à-dire l'intérêt collectif qui ramène au bénéfice individuel. Faire démocratie, c'est OK, je vais être conscient, j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est dans notre raison d'être, être conscient de mes impacts et de mes besoins. Et faire démocratie, c'est pouvoir, c'est quelque part très anarchiste en fait, hein, c'est de pouvoir être avec les autres pour voir ce qui est le meilleur pour le groupe et pour les individus qui le composent. Donc, dans la démocratie, il y a la prise de décision et ta phrase m'a fait réfléchir. Ça m'a fait penser que pour avoir un processus démocratique, il faut avoir de l'information, il faut avoir du débat. Et effectivement, un processus de décision qui permet de donner une voix à tout le monde. Dans un de mes ateliers, je demande aux gens d'incarner un agriculteur, un distributeur, et dans les figures convenues, j'ai rajouté un enfant et un ver de terre. Et ça, effectivement, c'est cette notion de parlement du vivant, effectivement, de donner une voix à tous les êtres vivants dans la prise de décision, et on en est très loin. Mais finalement, le ver de terre est peut-être tout aussi utile que l'agriculteur, si on prend vraiment beaucoup de recul. Et après tout, être utile, c'est peut-être pas ça non plus le sujet. C'est juste être vivant. Donc voilà, c'est difficile en entreprise parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le même niveau d'information, n'a pas envie de débattre. Et donc, il faudrait vraiment arriver à prendre le temps de se comprendre et sur des sujets qui, des fois, arrivent de façon brusque. Là, on en vit toute une série, là. Donc c'est vrai que cette prise de décision démocratique dans l'entreprise n'est pas simple. Ensuite, l'autre chose qui intervient, c'est la difficulté de trouver sa juste place. On en parle en permaculture, d'avoir sa juste place. Dans l'entreprise, on peut avoir sa juste place par rapport à sa fonction, par rapport à sa compétence, ou ses capacités relationnelles qui dépassent un peu. Mais trouver sa juste place, c'est pas facile.
Et c'est souvent ça qui crispe dans l'entreprise parce que on sait plus vraiment qui parle. Son patron, il parle d'où, pourquoi, comment, et moi, quand je parle, pourquoi on ne m'écoute pas alors que tatati tatata. Tout ça dans un contexte effectivement on est différents et on a différents niveaux d'information, différentes volontés de dialoguer. J'ai donc aussi j'ai co-conçu la fresque du facteur humain où on aborde effectivement ce précieux facteur humain comme dit Patrick Vivray, et l'autre c'est la fresque des émotions. Et dans la fresque des émotions, je leur demande de mimer ce qu'ils ont ressenti à un moment donné. Quand on parle de la colère, souvent en dehors du monde professionnel, les gens vont mimer la colère un peu comme ça. Et quand ils sont dans le monde de l'entreprise, la façon dont ils miment la colère, donc quand on dit donner une voix à tout le monde, on en est très 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 loin. Et avant, est-ce que les prises de décision dans les entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un problème déjà dans l'entreprise, parce que, comme vous le souligniez tout à l'heure, si la décision n'est pas prise par les personnes qui ont travaillé sur tel ou tel sujet, mais c'est prise d'en haut, est-ce que c'est pas un problème justement ? Alors, pas facile, effectivement, je vois un petit peu où pourrait mener cette question. Je pense qu'il y a des personnes qui font une analyse et qui sont porteurs d'une vision, et ceux-là peuvent peut-être un peu être éloignés du terrain. Ensuite, effectivement, dans le monde de l'entreprise, il est clair, mais pas souvent reconnu, que c'est les personnes à leur poste qui certainement ont la meilleure connaissance de ce qui pourrait être fait, devrait être fait. Dans une transformation d'entreprise, souvent, il va y avoir un représentant de chaque département qui va réfléchir à la stratégie globale. Mais dans le monde de l'entreprise en général, je dois avouer que oui, c'est très... comment on appelle ça descendant. Oui, descendant, et ça vient de certainement nos écoles, notre formation, le fait que quand on est un patron, eh bien on prend des décisions et on doit trancher, et dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Bon, voilà. Mais c'est vrai que le processus inverse serait intéressant. C'est certainement le mouvement des entreprises libérées qui me fait penser à donc cette perma-entreprise Bastien avec laquelle je travaille. Lui, par exemple, a mis en place des horaires flexibles. C'est-à-dire, les personnes ont une tâche et ils s'organisent comme ils veulent pour le faire. Et il n'intervient pas sur la vérification, etc. Les gens sont très autonomes. Bon, c'est une entreprise de tissage de tissu industriel à Caudry. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a moins de retours clients négatifs et que le bien-être au travail a augmenté après une petite phase d'adaptation. En tout cas, il faut bien aussi se dire que cette transformation presque de modèle mental pour être dans de l'ascendant versus du descendant, à mon avis, c'est un processus qui dure au moins 2 ans pour y arriver. Parce que quand une entreprise avec 50 personnes fonctionne d'une certaine façon, introduire une nouvelle façon, à mon avis, pour que les gens se posent, s'organisent, etc., c'est un processus qui prend 2 ans. Et Nora, par rapport aux prises de décision dans les oasis, est-ce que c'est toujours par consensus ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres formes de prise de décision ? Alors, moi, je voulais juste revenir quand même sur le fait que vous avez fait un lien entre les émotions et la démocratie. Enfin, vous avez posé d'abord une question sur les émotions et ensuite sur la démocratie. Et si je me souviens bien, donc dans mes cours de philo politique, la démocratie, c'est des décisions qui sont prises par le peuple pour le peuple, Demos Kratos. Et qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui prend des décisions alors qu'il ne sait pas processer ses émotions
Et moi, je veux vraiment revenir sur le lien que vous faites, parce que hier, donc si je vous cache pas, si je fais autant d'entretiens en ce moment avec des chercheuses et des chercheurs, c'est parce qu'on est en train de préparer un bouquin sur les écolieux. Et donc hier, j'ai fait un entretien avec une psychologue qui accompagne des collectifs et qui m'a dit quelque chose de tout à fait marquant, qui est que, selon elle, vivre dans un collectif tel qu'une Oasis, c'est un excellent moyen de travailler sur ses traumas personnels, mais aussi sur les traumas collectifs. On parle en psychologie de la manière dont des événements historiques peuvent marquer les gens, même s'ils ne les ont pas vécus, et pour des générations. Et ça, c'est pas quelque chose d'ésotérique, hein, c'est vraiment, on le voit d'ailleurs dans la montée de l'extrême droite, etc. Et donc, le fait que vous ayez posé une question sur la place des émotions et qu'ensuite vous questionniez les modes de prise de décision, ça, c'est des questions qui sont vraiment en travail dans les Oasis. Parce que, tu me diras, Daniel, si c'est le cas chez vous, mais en tout cas, ce que me disait cette accompagnatrice, c'est que on dure pas longtemps dans une Oasis si on n'est pas soi-même en thérapie, ou si on ne travaille pas sur soi, en tout cas, voilà, d'une certaine manière. Et travailler sur soi, c'est apprendre aussi à relationner, et apprendre à relationner, c'est pouvoir effectivement créer des conditions d'une démocratie réelle, quoi, qui laisse la place à ses émotions, mais pas de manière débordante ou écrasante pour les autres, de manière saine et apaisée. On n'est pas en utopie, hein, mais c'est parce qu'il y a ce travail sur soi qui est fait que les processus démocratiques peuvent être mis en œuvre. Et donc, pour répondre à tes questions, on n'a pas fait d'études. J'ai pas d'études sous la main pour savoir combien d'oasis sont en sociocratie, en holacratie, quelles sont. Voilà, ça, j'ai pas suffisamment encore de données. Je pense qu'à l'issue du livre, on aura quand même plus de précision. Donc, je pourrais vous en. Voilà. Ah bah tiens, tu veux compléter? Ouais. On va juste prendre le temps d'accueillir Antoine Gaillard. Donc, si ça vous embête pas, on va couper 2 minutes et on va te laisser te présenter. Et puis, on était en train de se poser des questions des processus démocratiques, sur quel pilier ça reposait, sur quel processus on les faisait avancer, et quels étaient l'ensemble des méthodes à mettre en œuvre. Oui, entendu. Bonsoir, je suis Antoine Gaillard, je représente l'Atelier Paysan, qui est une coopérative qui est principalement située pour son travail sur l'autonomie paysanne, sur le matériel paysan, sur l'autonomie technique, pour remettre en valeur les savoirs et les savoir-faire paysans, sur les technologies paysannes. Donc il y a une vocation d'organisme de formation pour ça, et de repolitiser les questions de production, en l'occurrence agricole et alimentaire. C'est aussi aller vers la participation au débat et de ce qu'il y a à dire à partir des communautés paysannes sur le droit à l'alimentation, qui soit donc en connaissance de cause de ce que ça implique pour les travailleurs de la terre, les travailleurs de la transformation et de la distribution, et donc des questions de démocratie sur des aspects de besoins de première nécessité. Et on participe à ce titre au collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, et aussi à d'autres initiatives qui émergent en parallèle de ce collectif. Il y a des expérimentations locales sur la sécu de l'alimentation et d'autres manières de chercher à la construire. Voilà, cette socialisation d'un bien de première nécessité, l'alimentation, qui a des tenants et des aboutissants liés à l'environnement, à la santé, et donc on a ces références à la démocratie qui sont évidentes pour nous.
Alors, on va quand même te poser 2-3 questions sur comment ça marche, la démocratie, que ce soit à l'atelier paysan ou ou là où vous participez. Quels sont les processus qui sont mis en œuvre, sur quelle base politique ça se construit? Bien, déjà, c'est sûr que dans notre socle, il y a vraiment l'utilisation de l'éducation populaire et mettre en valeur ses compétences et ses alternatives, pour le dire comme ça. C'est aussi faire remonter ce qui est déjà là et qui n'est pas descendant, en l'occurrence. Et donc, on pourrait imaginer la constitution d'un parlement des technologies paysannes pour instituer un petit peu plus les choses, même si on structure déjà pas mal ce qu'on met en valeur. Après, sur la démocratie ou réinventer la démocratie en tant que telle, c'est pas forcément dans notre fonctionnement interne, mais ensuite, là où on cherche à participer et là où on cherche à faire converger certains travaux ou analyser certains travaux, effectivement, c'est de voir où il y a carence de démocratie. Et en l'occurrence, dans la question du matériel agricole ou de la production d'alimentation, c'est le poids du capitalisme qui prend de la valeur ajoutée sur le travail paysan, qui arrive à mettre des verrous en amont et en aval des filières agricoles. Qui font qu'on voit qu'il y a des manques de démocratie, des verrous. Et donc, il y a des formes d'évidence à voir ce qu'il y a d'institutions déjà existantes qui pourraient avoir une action bien différente si la place était faite aux voix minoritaires, pour le dire, ou en tout cas moins écoutées, qui ne sont pas toujours minoritaires. Et puis de sortir des dominations, sortir de la profitation qui peut être faite à différents niveaux des filières économiques en général, pas que sur l'alimentation. D'accord. Et dans ce cas-là, comment vous y prenez? Vous entrez dans les institutions, vous représentez, vous exigez la parole. Comment vous mettez en place les processus? Vis-à-vis des institutions, effectivement, comme les autres organisations paysannes, en dehors de nous, il y a le réseau Impact ou les syndicats paysans, évidemment, qui peuvent avoir des interlocuteurs institutionnels. Comment est-ce qu'on met en place la manière de porter une parole? Il y a une partie quand même assez classique de fonctionnement dans nos réseaux qui sont des fédérations associatives ou des syndicats. Et donc, il peut y avoir beaucoup de manières de structurer qui ne sont pas forcément innovantes, mais qui garantissent un petit peu plus les choix, encore une fois, éclairés en connaissance de cause pour des collectifs. Et ensuite, c'est bien parce qu'il y a des verrous pour l'activité paysanne qu'il est difficile d'avoir des communautés paysannes qui arrivent à vraiment avoir en main leur autonomie. Et c'est bien parce que les verrous sont très forts que les alternatives ou les innovations vraiment démocratiques ne sont pas évidentes à développer pleinement. Et alors du coup, dernière question, puis après on fera tourner à nouveau. À l'intérieur de l'atelier paysan ou à l'intérieur du collectif, comment ça marche la démocratie? Alors, peut-être que ça n'est pas un idéal de démocratie, peut-être que ce n'est pas le plus innovant non plus, mais c'est vrai que je peux revenir sur une petite précision. Comme on est une coopérative, une SCIC, pour être précis, il y a 4 collèges au sein de la coopérative. Le collège des salariés, le collège des paysans, le collège des partenaires et les soutiens et sympathisants qui sont à la fois des personnes morales ou des personnes physiques. Donc il y a effectivement une pondération qui est faite par choix interne, qui est légèrement plus élevée pour les paysans, le collège des fermes et des paysans, et le collège des salariés. Donc c'est justement du fait de notre projet politique qui fait qu'il y a une légère différence de pondération des voix.
Donc ça va être plutôt un classique de se voir en collège dans une structuration, de chercher une représentativité pour garantir le fait que des voix soient bien présentes, bien prises en compte, et que c'est vrai que c'est ne pas se contenter des a priori favorables qu'il peut y avoir, que ce soit en étant corporatiste ou en étant optimiste sur un échelon de décision qui peut être en petit groupe ou vraiment à très grande échelle. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas probablement pas d'échelle idéale qui favoriserait plus de bon fonctionnement. Il y a quand même le choix de se structurer et de répondre au projet qui a rendu nécessaire de se structurer, de se constituer. J'aimerais savoir, par rapport à ces expérimentations qui sont faites, quelles avancées elles permettent, enfin, comment cette façon de se structurer en groupe et de mettre en place des processus démocratiques, en fait, qu'est-ce que ça permet de faire? Je crois, Daniel, tout à l'heure, vous avez dit que finalement, on passait beaucoup de temps à parler, mais que ça, au fond, on allait plus vite. Alors, on va plus vite sur quoi? D'ailleurs, pourquoi faire aller plus vite, hein? Disons que à partir du moment où l'ensemble d'une communauté est vraiment en accord avec les décisions qu'elle prend, la fluidité dans l'exécution, dans le quotidien va s'en ressentir, plutôt que d'avoir tout à l'heure avec le témoignage de l'entreprise où 70% des personnes ne sont pas engagées dans la vision de l'entreprise, et donc c'est là qu'on trouve le plus de récalcitrants et de récriminations. Il n'y a pas ça de fait. Ça fait l'effet inverse, comme disait Nora, 90% ou 80 combien, plus 90, de 80. Ouais, beaucoup. En tout cas, la majorité, grosse, presque totalité des personnes savent pourquoi elles œuvrent, parce qu'elles contribuent totalement aux prises de décision. Elles sont vraiment intégrées dans la réflexion. Et comme je disais tout à l'heure, des prises de décision qui sont des validations de propositions que tout le monde peut faire. Donc c'est vraiment ensemble qu'on trace le contour et la façon de fonctionner et de s'organiser au quotidien. Évidemment, ça va donner plus de fluidité, même si c'est un peu plus long à décider. Quelles avancées? Alors, quelles avancées? Au niveau, je vais revenir sur la question de la démocratie, bien sûr. Ça veut dire que, en termes d'avancée, des personnes qui au début dans le collectif n'osaient pas prendre la parole, maintenant sont vraiment porteurs de projets dans le projet, sont vraiment capables d'aller défendre leur action et d'aller en parler et d'aller la vendre, c'est-à-dire rallier des personnes extérieures au projet, et au point que par exemple, si je veux prendre l'exemple de la sécurité sociale alimentaire, certains de notre Oasis vont aller contribuer à une organisation de sécurité sociale alimentaire qui se fait sur la grosse ville à côté. Et donc là, on va pouvoir amener des processus de concertation, de décision. Et on voit bien comment c'est difficile et comment le vote a une tendance à vouloir tout de suite reprendre le dessus. Mais le vote, c'est quelque chose qui divise. Donc, il y a toujours des gens qui n'auront pas voté ça. Et s'ils ne sont pas entendus, à ce moment-là, on perd l'engagement d'une grosse partie de la population. Donc, ça se met en œuvre. Là, je parlais de la sécurité sociale alimentaire, mais il y a des collectifs citoyens pour les élections municipales qui se créent. Comment ils viennent s'interroger sur cette façon de prendre des décisions. Ça veut dire quoi? Qu'un jour, dans les conseils municipaux, peut-être qu'il y aura ce type de décision, etc., etc. Donc, on en est évidemment à déjà se l'incorporer, nous, et puis faire réseau, merci la coopérative, entre les lieux qui pratiquons ça, mais au-delà de nos lieux d'oasis ou d'habitat participatif. Il y a d'autres structures qui font ça. En tout cas, c'est quelque chose qui a l'avantage de venir par le citoyen et pour l'humain.
C'est évidemment une grosse remise en question individuelle. On en était là tout à l'heure, hein, sur la question des émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? C'est un signal entre ce qui se passe et mon histoire personnelle. Ce qui se passe va pour une personne lever de la joie et pour une autre lever de la colère ou quelque chose. Donc c'est vraiment ce qui se passe entre mon histoire personnelle et la situation. Donc ça veut dire prendre compte de cette émotion. C'est pas la balayer, non, faut pas avoir d'émotion. C'est au contraire prendre en compte pour voir avec ça qu'est-ce que ça nous raconte de là où on est touché et de là où on a besoin d'exprimer quelque chose. Donc c'est en ça que les émotions peuvent être très fondatrices de cette transformation dont on parlait individuelle, qui est le gage de la transformation collective. Sachant qu'on est tous le résultat à la fois de notre histoire personnelle et donc de nos différents traumas et de l'histoire du monde qui nous entoure. Et donc, d'une façon générale, qu'est-ce que l'entrée dans un processus démocratique, justement, nouveau, bouscule de ce que nous avons appris, de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'on constate dans les oasis? Un seul mot, un tout. Tout? Oui. On peut détailler. Bouleverse tout. On peut détailler tout. Enfin, par exemple, j'imagine que quand on rentre dans ce genre d'endroit, le rapport à l'argent n'est pas tout à fait, est forcément un petit peu interrogé. Le rapport à la domination, le rapport. Qu'est-ce qui vient? Sur quoi les gens butent d'abord? Tu veux répondre, oui. On peut répondre ensemble, mais oui. Le premier mot qui m'est venu en tête, c'est celui de pouvoir. Il y a une militante écoféministe qui s'appelle Staro qui parle du pouvoir sûr versus le pouvoir du dedans. Et moi, je ne vis pas en Oasis, je le précise, mais ça fait 3 ans que je travaille pour cette coopérative et j'ai rencontré beaucoup de lieux où on voit à l'œuvre une autre vision, une autre version du pouvoir, qui n'est pas un pouvoir de domination, mais qui est plutôt le fait d'un empuissancement des personnes qui reprennent le cours un peu de leur existence parce qu'elles vont travailler sur elles-mêmes, parce qu'elles vont faire des choix différents au niveau, encore une fois, de leur vie, mais aussi de leur travail, de leur façon de relationner. Et elles vont être dans leur puissance, ces personnes-là, parce qu'elles vont être alignées, parce qu'elles vont faire des choses qui leur plaisent, parce qu'elles vont vivre avec des personnes qu'elles ont choisies. Et en ce moment, donc pour le livre dont je vous parlais tout à l'heure, je suis aussi en train d'aller interroger des enfants. Tu parlais de ça tout à l'heure, de la parole qu'il faut donner aux enfants. C'est extraordinaire de discuter avec quelqu'un, en l'occurrence des gens qui ont grandi dans ces communautés. À l'époque, on les appelait des communautés, et qui aujourd'hui sont des adultes. C'est des personnes qui ont une maturité émotionnelle incroyable, qui sont très humbles et qui sont ultra conscientes de leurs limites, et qui, en le disant, en fait, font la preuve que c'est vraiment des façons de vivre qui font grandir les gens. Et alors, de pouvoir grandir là-dedans en tant qu'enfant, je me dis, waouh, ça invente quand même quelque chose de puissant. D'ailleurs, c'est des personnes, les enfants qui aujourd'hui sont devenus des adultes, qui ont grandi dans ces collectifs, qui n'en font pas du tout un Graal. Qui disent, moi je leur ai demandé, est-ce que c'est important pour vous que vos enfants à vous, ils grandissent comme ça? Ils disent, oui, c'est bien, mais c'est une voie parmi d'autres, quoi. Donc c'est pas non plus, voilà, il y a ce côté aussi de, voilà, c'est un choix, c'est difficile, et ils en sont très très conscients, et ils sont pas justement à vouloir l'imposer à tout prix. Ça doit vraiment être la résultante d'un choix. Peut-être un exemple concret de démocratie / collaboration. Donc, dans ma collaboration avec la filière ortie, donc dans le nord de la France, déjà la première chose, ça a été que plusieurs
personnes avaient travaillé sur l'ortie dans l'alimentation, dans le textile, dans le passé, et que là, il y avait une impulsion donnée par donc Christophe Lemaire et aussi Nina, qui est une femme qui avait posé sur la table qu'il y avait plusieurs fibres libériennes, le lin, le chanvre et aussi l'ortie. Mais au début, quand on a commencé à parler de l'ortie, c'était « Ah, mais attendez, on fait déjà le chanvre, on fait déjà plein de choses, l'ortie, bon, enfin, la région n'était pas très chaude, quoi. » Pour avancer, était enthousiaste, mais bon, calculer son temps. En tout cas, il y a eu quand même au début l'impulsion un peu de leadership, et je pense que dans chaque projet, collectivité, il y a quand même une impulsion donnée par un leader. Donc voilà, le premier point. Le deuxième point, ça a été la collaboration, déjà entre toutes ces personnes réunies, dans un contexte où finalement il y a il y a presque plus de filature dans le nord de la France, et que celles qui restent ont effectivement tout intérêt à collaborer, et que dans certains cas, il y a des désaccords qui datent d'il y a 20 ans, qui sont ineffaçables. Mais bon, les temps devenant particulièrement pressants, la collaboration peut se faire à nouveau. Ce que j'ai fait dans cette démarche, puisque c'est le business model régénératif et ces 5 ateliers qui est appliqué, justement en écho, et je serais intéressé de voir comment tu peux nous détailler plus ces verrous. Donc l'atelier phare, c'est toutes les étapes de la chaîne de valeur de l'ortie dans le textile. Donc depuis l'horticulture, l'agriculture, le filage, le tissage, l'ennoblissement, etc. Et le fait de réunir tous les acteurs de cette chaîne de valeur, tous. Et ensuite, qu'il y ait une carte à chaque fois, que dedans, sur cette carte, on explique la création, enfin pourquoi cette étape existe, en quoi y a-t-il création de valeur, en quoi y a-t-il destruction de valeur, avec des chiffres. Ça permet vraiment de poser les bonnes bases de la collaboration et finalement aussi de la décision. Parce que sinon, ça serait que des présentations les unes après les autres. Là, c'est des cartes sur la table. Chacun voit où il est dans un ensemble et voit son intérêt à collaborer. Parce que si moi je veux faire ça, j'ai besoin que toi tu fasses ça. Et si je fais ça, est-ce que tu valoriseras ? Et donc là, la conversation est assez facilitée par ce dispositif. Et puisque on s'est donné une visée régénérative, c'est-à-dire économique, mais aussi environnementale et sociale concrète. Là, dans le cas présent, c'est biodiversité, eau, savoir-faire, et j'en oublie un. Ensuite, effectivement, quand il y a cette mobilisation vers ce but commun, on cherche des solutions. Est-ce que cette machine-là, c'est celle qui coupe l'ortie à cette taille-là ? Est-ce que là, si on utilise cette machine pour planter de l'ortie, quelles seront les conditions de travail ? Est-ce qu'on va s'épuiser ? Voilà. Et donc, en fait, il y a quand même des conversations extrêmement intéressantes qui se posent. On a créé des sous-groupes thématiques, justement dans cette même logique-là, et on fait des réunions tous les 6 mois où on partage ensemble le retour des différents groupes thématiques qui permettent d'avoir une compréhension globale de où on en est et quels sont les enjeux, les problèmes, comment ont-ils avancé et moi donc comment ça me permet moi d'avancer, voilà. Et chacun réfléchit à son business model, enfin son modèle économique, et on réfléchit ensemble à un modèle économique en sachant que ça va prendre bien 5 ans. Donc j'ai essayé, et il y a l'idée de se constituer en coopérative justement aussi. Alors quelles avancées auxquelles vous participez ? Les avancées, comme je disais, on est quand même une petite galaxie d'organisations paysannes à développer des alternatives et faire de l'éducation populaire. Donc on est déjà assez bien développé en propositions politiques, en propositions alternatives. Et là, on
retombe à la fois sur des choix politiques et des verrous économiques qui font qu'on est maintenu en minorité de capacité à proposer des formations et des expertises. Par le choix politique, c'est la manière de financer les structures agricoles. Et on rejoint aussi la manière de faire fonctionner les chambres d'agriculture, dont il y a eu les élections professionnelles en janvier, pour savoir quels vont être les accompagnements des paysans, des paysannes pour s'installer ou quand ils sont en cours de carrière, pour savoir ce qu'on va leur proposer comme possibilité de choisir leur pratique, choisir leur modèle économique, ou alors de laisser le fait économique dominant s'imposer. Et là, c'est le verrou en particulier, d'avoir le système de compétition et de concurrence qui fait que si on veut mener une activité qui doit rester rentable, qu'est-ce qu'on produit, quel est le débouché qui va apporter du revenu à la fin. Et bien voilà, la prime à la force économique en place qui va choisir de dicter les prix d'une certaine manière en tant que fournisseur ou en tant qu'acheteur ou en tant que... pour ce qui est de la commercialisation et de mettre en concurrence les autres producteurs qui soit tâchent de survivre tant bien que mal en suivant le modèle principal et donc les techniques qui s'imposent pour rester compétitifs, pour survivre, ou alors avoir la chance d'être dans une marge, dans une niche économique. Et là, c'est pas que l'alimentation, encore une fois, qui peut connaître ce genre de phénomène. C'est vraiment la problématique de vivre de son travail, d'avoir un revenu, ou alors d'orienter la plus-value sur d'autres intermédiaires ou d'autres fournisseurs. Et alors justement, face au rouleau compresseur de l'agro-industrie, de ces formes d'organisation que sont les chambres d'agriculture, est-ce que d'autres formes d'organisation, comme celles que vous expérimentez au sein de l'atelier paysan ou dans le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, est-ce que ces autres formes d'organisation ont une chance de constituer un grain de sable qui peut faire dérailler un peu le rouage de cette grosse machine agro-industrielle? Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. La moitié du département, grosso modo, est structurée pour ce qui est des organisations paysannes avec une chambre d'agriculture alternative où ils ont, par leur propre fait, choisi de se structurer en étant suffisamment denses comme professionnels à pouvoir s'organiser ensemble pour créer une institution autonome, non étatique, pour reprendre une partie de leur destin en main, leur autonomie, et d'avoir une force collective qui se fasse. Donc c'est un exemple assez atypique, plutôt une réussite depuis que c'est mis en place. Et dans les autres structures paysannes, on cherche à faire plateforme pour se donner de la force. Et est-ce qu'on a suffisamment de moyens tout court? Est-ce que le contexte est propice pour chacune des structures à mettre du commun en plateforme vraiment instituée? Et ça, c'est assez rarement le cas d'être dans des contextes favorables. Et pour le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation, il y a déjà quelque chose d'accompli pour le collectif national, c'est d'avoir réussi à avoir une proposition politique, on va dire, qui est bien reprise et mise en application par plusieurs dizaines d'initiatives locales. Et là, on a là aussi une galaxie, une diversité de manières de le créer, de le prendre plutôt par l'intérêt pour la production agricole ou alors de la prendre par la nécessité, la priorité de mobiliser des volumes alimentaires, ou alors de se dire on doit structurer une caisse au sens collectif démocratique, comme les caisses de sécurité sociale, dans leur version d'origine, on va dire, pour créer le socle démocratique
Et on va dire qu'il y a une quatrième voie, mais qui est un peu quand même, enfin un quatrième axe, mais qui est à peu près les mêmes conditions de fonctionnement pour toutes les initiatives de sécu de l'alimentation, c'est de se dire comment est-ce qu'on se finance. Et là, c'est le volontarisme de certaines collectivités, souvent des agglomérations ou des métropoles, qui peuvent apporter suffisamment de moyens pour structurer un peu plus l'initiative. Et après, la diversité qu'on peut voir, c'est aussi dans les manières de conventionner des denrées alimentaires qui vont être prises en compte dans les initiatives de sécu de l'alimentation. Et là, c'est le fonctionnement des caisses qui permet de défricher et de décider comment va être mis en place le conventionnement, soit pour une période courte ou de moyen terme ou de long terme, avec les producteurs, avec les lieux de distribution, avec les transformateurs aussi. Et donc c'est les formats de tentatives de démocratie qui commencent à s'étoffer, et on va avoir des études sur les initiatives de sécu qui ont pu démarrer, mais qui vont donner leurs conclusions dans les périodes à venir. Oui, il y a une chose intéressante qui a l'air d'être à peu près vraie dans tous les processus démocratiques que vous essayez les uns et les autres de mettre en place, c'est que qu'on appelle ça ou éducation populaire ou pas, en tout cas, il faut toujours une acculturation commune pour finir par construire du consensus. C'est quelque chose qui a été, par rapport au livre que tu es en train de préparer, c'est quelque chose qu'on retrouve. Oui, clairement, il y a une culture commune autour de la coopération, autour d'une volonté de faire autrement, d'abord à petite échelle, pour pouvoir ensuite inspirer et avoir un impact à plus grande échelle. Après, moi, j'aime quand même rappeler que, enfin, comme tu disais aussi, Daniel, il y a chaque écolieu, éco-village a quand même sa couleur. C'est des univers qui parfois sont très marqués les uns les autres. Parce que certains aussi se retrouvent autour de valeurs spirituelles, par exemple, qui vont être des forts marqueurs identitaires. Ou pas d'ailleurs, hein, mais et du coup l'objectif quand même, effectivement, et c'est là que nous on intervient, c'est de faire ce réseau pour que résonnent ces expériences et que justement on puisse en tirer quelque chose de plus global. Donc oui, il y a une culture commune. Nous d'ailleurs on a défini des invariants. Donc il y a ces dimensions d'ouverture qui est hyper importante. C'est pas des lieux qui, même s'il y a une recherche d'autonomie alimentaire, autonomie n'est pas synonyme d'autarcie. Et nous, en tout cas, on a à cœur de soutenir des projets qui sont ouverts sur le monde, sur leur territoire, etc. Il y a dans les invariants cette gouvernance qui est respectueuse des individus. Et encore une fois, cette culture de la coopération aussi qui est SM, qui est vraiment importante. Je vais renchérir sur la question de la diversité des lieux et de la culture commune. En effet, en partant de l'économie. En effet, ces lieux sont très différents et ce qui a motivé les personnes au départ n'est pas forcément identifié de la même manière. Et on est tous conditionnés par un système économique et un système social et peut-être démocratique, duquel nous venons. Donc on peut observer que des lieux vont être plus sur se rassembler, mais chacun va garder son travail, chacun va garder sa maison, chacun va avoir son propre modèle économique, et donc c'est une démocratie sur certains sujets, mais pas intégrale, et d'autres lieux, comme celui que nous expérimentons, s'interrogent sur cette économie. Comment nous arrive, dans notre projet, nous constituons un revenu de base autogéré, autoproduit. C'est-à-dire que notre modèle économique nous permet de dégager une richesse qui ensuite va être partagée de façon égale entre tous les habitants, qu'ils aient œuvré ou pas
aux activités économiques ou non économiques, comme par exemple faire le ménage ou la cuisine. Et ensuite, chacun, on va avoir une phase de co-responsabilité où chacun va dire, moi, imaginons qu'on se redistribue 500 € chacun. Dans un collectif, les besoins ne sont pas les mêmes que dans le monde économique classique. Avec 400 €, nous on vit bien, tout frais payés. Bon, disons qu'on se redistribue 500 €, mais moi j'ai peut-être pas besoin de ces 500 € ce mois-ci, peut-être pas, alors que mon collègue à côté a peut-être une situation différente. Et donc je vais prendre de ce qui est posé devant moi pour le mettre sur on est toujours en cercle quand on fait ça, pour le mettre sur le tas de l'autre, etc. Et la démocratie, elle est là aussi, dans cette façon de partager notre richesse jusqu'à ce que ça corresponde à ce qui est juste et à ce qui correspond aux besoins de chacun. Et là aussi, bien sûr, ça se parle. Chacun va pouvoir dire quel est mon besoin, où j'en suis, quelle est ma difficulté. Puis certains vont pas oser, mais moi je sais que toi, tu as une difficulté. T'ai entendu l'autre jour que c'était pas très facile pour toi. Et on va prendre soin. C'est le mot fondateur de notre façon démocratique de fonctionner. C'est le prendre soin, jusqu'à ce que chacun puisse trouver quelque chose de juste. Voilà, je voulais dire autre chose peut-être sur... Oui, sur la culture commune, en effet, entre les oasis. Donc il y a cette grande différence de porte d'entrée. Mais comme on échange beaucoup, comme on a un réseau, petit à petit, ça circule, ça interroge. Les uns vont se poser des questions. Ah, mais ils font comme ça. Et ça, moi j'adore. Quand on se retrouve et qu'on entend les expériences des uns et des autres, mais oui, on n'a pas expérimenté ça. Ça, on peut le faire, ça, on peut le mettre en œuvre. Et là, on crée de la culture commune qui va faire que, oui, il y a des lieux qui vont faire des expériences plus extrêmes sur certains sujets que d'autres, mais petit à petit, ça crée ce commun culturel et démocratique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, ben je me doutais quand même. Il faut oser lever la main. Bonjour, donc excusez-moi, j'ai arrivé un petit peu en retard, donc, mais sur votre expérience là d'organisation un peu autogérée, vous êtes combien de personnes donc, à faire groupe? C'est un hameau, on va dire, une oasis, où nous sommes 20 familles, donc à peu près en permanence 30-35 personnes, plus des personnes de passage. Bonjour, moi j'aimerais bien revenir sur ce que disait Nora quand tu as parlé des enfants qui ont grandi en oasis, des interviews que tu menais avec eux. Je voulais savoir, tu disais vis-à-vis des limites qu'ils ont vues et aussi de ce que ça leur apportait de vivre en oasis plutôt qu'en ville ou n'importe où. Voilà, plus de détails sur leur expérience, ce que ça leur a apporté. J'ai pas encore une vision exhaustive du sujet, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Alors c'est un témoignage de quelqu'un qui a grandi dans la communauté de l'Arche de Saint-Antoine. Donc c'est une communauté qui est assez ancienne à l'échelle du réseau, puisqu'elle a été fondée dans les années 70, et c'est l'héritage de Lanza del Vasto, qui lui-même était allé voir Gandhi en Inde. Enfin voilà. Donc c'est cette tradition spirituelle, et c'est un lieu qui a un ancrage chrétien, mais qui est ouvert beaucoup aussi, qui est très œcuménique et qui prône des valeurs autour de la non-violence. Voilà. Et donc c'est un lieu qui est très particulier justement en matière de revenus, qui pousse l'expérience très loin, puisque les personnes, quand elles arrivent, je ne sais pas si c'est toujours le cas encore maintenant, mais en tout cas, c'est dans les principes fondateurs, devaient renoncer à leur patrimoine personnel, s'ils avaient un patrimoine immobilier ou autre. Et ça, c'est toujours le cas pour le coup, c'est sûr. Les personnes travaillent toutes pour la communauté. Je fais juste le contexte pour t'expliquer l'histoire de ces jeunes qui ont grandi là-dedans. Devaient donc tout travailler pour la communauté et pour la maison d'accueil du lieu, qui est un lieu qui accueille énormément de stages de formation. Il disait qu'il peut y avoir jusqu'à 150 personnes à table là-bas, parce que c'est un lieu aussi qui est immense, qui est dans une ancienne abbaye. Enfin voilà. Et donc ce jeune devenu adulte, qui a grandi dans cette communauté, disait que, par exemple, lui-même a eu des enfants. Plus tard, il est revenu s'installer là-bas. Il a eu ses propres enfants dans la communauté.
Et il disait que, par exemple, ça a été un soutien énorme dans la période du postpartum où généralement les parents sont très isolés. Là, le revenu continuait d'être distribué, même s'ils ne travaillaient pas, et pour la communauté, ils s'occupaient de leurs enfants, tout petits. Ils continuaient d'avoir des revenus qui étaient adaptés à leurs besoins, et ils continuaient, et on prenait soin d'eux dans le collectif. Et le revers que ça a eu pour lui, et c'est pour ça qu'un jour il a eu quand même besoin de partir de ce lieu, c'est que dans sa construction un peu psychique du monde, à l'intérieur de la communauté, on était en sécurité, et à l'extérieur, ça générait de l'anxiété, puisque il était dans cet endroit où presque comme une matrice, et je reprends vraiment ces mots, parce qu'en plus je retranscris l'entretien hier, donc c'est vrai, il parlait de matrice, quoi. Donc l'effet un peu, en tout cas je parle vraiment pour les gens qui ont ce recul de toutes ces années, et c'est un cas qui est vraiment particulier, qui est celui de l'Arche, et une expérience qui est personnelle, donc attention, je ne fais pas de généralité, mais c'est juste pour donner un exemple, que à terme, ça peut avoir en effet cet effet un peu collatéral, qui est que les gens ont quand même envie et besoin de se frotter au monde tel qu'il est à l'extérieur, avec cette idée que peut-être ça va être menaçant et difficile, quoi. Pour ne pas rester sur cet exemple qui est presque un contre-exemple, en effet, c'est le cas de l'Arche en particulier. Les oasis ont une mission d'ouverture sur le territoire, d'œuvrer, de contribuer à la transformation de nos territoires, qui font qu'on n'est en général pas autant... ils ne sont pas refermés, je ne sais pas comment dire, mais autant entre eux. Là, c'est un cas particulier. Et évidemment, en général, il n'y a pas de renonciation au patrimoine personnel. Je veux rassurer quand même le public. Mais un engagement, par exemple, dans notre projet, chacun a prêté à notre SIC, puisque c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est maintenant de plus en plus répandue dans ces modes de coopération. Donc on est libre de prêter de l'argent si on en a pour que le projet ait lieu, mais c'est un prêt, donc c'est rendu, et donc ça n'influence pas sur l'héritage qu'on pourra laisser à nos enfants et notre capacité à partir et à pouvoir quand même récupérer ce qui est nécessaire pour faire autre chose. Le but dans un projet comme ça, c'est pas de rester toujours les mêmes du début jusqu'à la fin. Vous imaginez les mêmes 35 personnes dans 50 ans, mais c'est juste pas possible. Heureusement que, comme dans un village, il y a de nouveaux voisins, il y en a qui partent, qui vont aller raconter l'histoire ailleurs, des nouveaux qui arrivent, et cette richesse, je veux surtout pas nous en priver, de pouvoir partager tout le temps avec de nouvelles personnes. Et élargir un peu sur cette question, c'est que, toujours pour revenir à mon entretien avec le sociologue du travail, qui lui allait demander justement ça c'est pour faire le lien avec toi, à des gens qui avaient vécu un temps en oasis et puis finalement à un moment étaient repartis, qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail maintenant ? Du coup, et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, c'était des gens qui transformaient vraiment les organisations, qui avaient choisi, même parfois, souvent, de revenir dans des systèmes vraiment plus classiques et conventionnels, mais qui étaient vraiment des acteurs du changement à leur échelle. Et voilà. Donc ça, effectivement, on n'est pas forcément en oasis pour toute la vie, et parfois tant mieux, parce que du coup, ça permet aussi d'aller diffuser ces expériences ailleurs. Alors, moi, j'ai une question. Tu disais que la forme juridique, c'est celle de la SCIC. Voilà. Pourquoi c'est bien ? Pourquoi c'est particulièrement adapté ? Alors, c'est particulièrement adapté, surtout quand il y a besoin d'acheter un patrimoine. D'une part, parce que ça évite la spéculation immobilière. Contrairement à une société civile immobilière, mais bon, on ne va pas faire tout un chapitre sur le juridique. Non, c'est juste en rapport avec le thème, quoi. Pourquoi démocratiquement ça fonctionne bien ? Ça veut dire démocratiquement que c'est la SCIC qui est propriétaire, nous sommes usufruitiers, et ça veut dire que personne n'est propriétaire. Nous sommes tous au service d'un commun qui est représenté par cette SCIC. Et
comme tu le disais tout à l'heure, il y a des collèges, et c'est nous qui décidons les collèges. Et dans une SCIC, c'est la seule forme juridique, commerciale et juridique, qui permet d'avoir un collège de bénévoles. Il n'y a aucune entreprise qui permette d'inclure l'action des bénévoles, qui permet d'avoir un collège des institutions avec la mairie, le centre social, etc., des autres associations du territoire, des autres acteurs économiques du territoire. C'est-à-dire qu'à terme, si tous ces acteurs deviennent sociétaires, un sociétaire, une voix, c'est pas au nombre d'actions, c'est un homme, une voix. Donc deviennent sociétaires, alors quelque chose devient vraiment un commun de territoire, co-géré par l'ensemble des acteurs de territoire. C'est la seule structure juridique qui permette ça. Mais dans la mesure où il y a une volonté politique de cet ordre portée par le projet. Juste oui, par rapport à cette gouvernance, est-ce qu'il y a donc une personne qui est plus responsable que les autres? Enfin, est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ces collèges et dans soit en termes d'impulsion, donc un leadership informel, mais est-ce que ça se traduit aussi dans une organisation sur la prise de décision à la fin? Enfin, si jamais il y a, je ne sais pas, un nombre de voix égales, je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Comment vous gérez Est-ce qu'il y a une personne qui a le dernier mot? Alors, il y a plusieurs niveaux de questions. La personne qui impulse le projet l'impulse. J'ai une idée, et si on faisait ça? Ce qui caractérise un projet coopératif, c'est qu'elle ne va pas pouvoir le faire toute seule. Donc elle propose le projet, elle le met sur la table, et des personnes chez qui ça résonne, et c'est là la différence avec l'entreprise, où c'est le chef d'entreprise, il a la responsabilité de l'économie de l'entreprise, et donc de la survie de ses salariés, alors que dans ces organisations de coopération citoyenne, c'est différent. Donc la personne initiatrice, instigatrice, pose le projet sur la table, des personnes disent « Ah mais ouais, c'est ça que je voulais faire ». J'avais pas formalisé, mais c'est ça que je voulais faire. Et donc vont venir autour de la table, et toutes les personnes, y compris l'instigateur initial, deviennent des coopérateurs, des cofondateurs, et vont faire fonctionner cette nouvelle machine qui vient de se créer. Ça, c'est la première partie. Ensuite, dans la forme juridique, qui est donc, c'est pas ces instances citoyennes qui ont inventé cette forme juridique, elle est inventée par le gouvernement. En même temps, c'est le résultat d'une démarche, d'une évolution de la démarche économique, puisque une SCIC ne peut être que du champ de l'économie sociale et solidaire. Une SCIC est associée à une SAS, à une SA, etc., qui est reconnue, il faut faire un plaidoyer pour ça, d'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu particulier. Et le pouvoir, de fait, juridiquement, c'est obligé qu'il y ait un président. Cependant, statutairement, on peut très bien ne donner aucun pouvoir au président, si ce n'est celui de la représentativité, mais pas de la décision. Et dans les statuts, on peut décider de fonctionner par vote, et on maintient quelque part ce qu'on disait tout à l'heure de la décision qui divise, ou on peut décider, en tout cas c'est ce que nous avons fait, de fonctionner par gestion par consentement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote, et jusqu'à ce qu'il y ait des objections légitimes, une objection pour qu'elle soit prise en compte, il faut qu'elle soit légitime, ce n'est pas une préférence, c'est un danger qu'on observe pour la structure. S'il y a des objections, elles sont levées, et donc lorsque la décision est prise, c'est que tout le monde est vraiment OK avec le fait qu'on prenne cette décision. Donc il n'y a pas de pouvoir particulier pour le coup. Oui, ce sera la dernière. Déjà. Et donc, au cas où il y a une personne qui participe, mais qui n'est pas dans un principe de consensus, donc vous avez des moyens de privilégier le commun plutôt que l'individualité? Tu veux répondre peut-être? On n'est pas au consensus, on est au consentement. Le consensus, c'est... Il faut que tout le monde dise oui. Oui. Là, le consentement, personne ne dit non. C'est pas tout à fait pareil. Et donc, si une personne dit non, c'est qu'elle a observé qu'il y avait un vrai problème.
Et on va traiter le problème. Si maintenant il y a trop de problèmes parce que la proposition est trop farfelue, alors on va laisser tomber la proposition et elle ne sera pas validée. Mais on va vous remercier, ceux qui étaient là, ceux qui étaient devant eux. On va remercier l'Académie du climat qui nous accueille donc tous les mois pour les jeudis de l'écologie. Le prochain jeudi de l'écologie aura lieu le 22 mai et nous changerons de milieu puisque nous serons dans le milieu marin. Nous parlerons des océans et de leur protection.